Vous écoutez IDFM, il est 11h. La fumée, top. Oisillon, top. En flèche, top. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre rubrique Aéronautique et marine, présentation Catherine Loubet. Aujourd'hui nous avons un thème bien sûr très particulier, nous allons parler d'un pilote et qui est connu de beaucoup de personnes mais pas de tout le monde justement, et nous allons essayer de mettre la lumière davantage sur qui il était. Je ne vous en dis pas trop pour l'instant, bien que beaucoup de personnes connaissent déjà le thème. Je vais faire une courte introduction et ensuite nous présenterons nos invités. Alors voilà, tout ce qu'il en est, nous sommes donc en 2016, mais il y a exactement 100 ans, à cette époque, un jeune homme a donné sa vie comme beaucoup d'autres pour la patrie, devenu en un temps éclair un as de l'aviation lors de la Grande Guerre. Nous allons, grâce à nos invités du service historique de la Défense à Vincennes, qui regroupe les archives, retracer l'histoire d'une vie, devrions-nous dire d'une très courte vie, puisque Georges Guynemer a quitté ce monde juste avant d'atteindre ses 23 ans, remportant 53 victoires homologuées en à peine 3 ans. Il ne fut pas le seul as et pilote, mais sa personnalité a été tellement marquante. Voici l'histoire d'un être qui s'est créé aux vibrations de l'air, un des premiers chevaliers du ciel, pourrait-on dire. Alors, c'est avec nos invités que nous allons, donc tout au long de cette émission, qui va nous sembler courte parce qu'il y a tellement à dire, donc nous allons mieux le découvrir, sa famille, bien sûr, son enfance, évoquer son parcours vers l'aviation, qui a été vraiment assez scabreux au départ, ainsi que sa métamorphose et son ascension, ses avions, bien sûr, ses combats et sa disparition. On va plutôt dire son envol. Nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios, ils sont venus de Paris, Madame Marie-Catherine Villatou. Bonjour Madame Villatou. Bonjour Catherine, merci de nous accueillir. Alors, je vais simplement vous présenter et vous me reprenez si jamais je me trompe. Donc, vous êtes chef du service historique de la Défense à Vincennes, docteur, mais vous me reprenez si je me trompe. Oui, hein. alors Allez-y. Non, je ne suis pas chef du service historique. Alors, tout simplement, jusqu'au 1er septembre, j'étais chef du bureau R au département Histoire et Symbolique du service historique de la Défense. Voilà. Mais je ne le suis plus. Ah. Depuis le 1er septembre, j'ai quitté ces fonctions pour l'école de l'air, le centre de recherche de l'armée de l'air, où je suis enseignant-chercheur. D'accord. En histoire de l'aviation. Voilà, en histoire de l'aviation. Vous êtes spécialisé en histoire de l'aviation. Et nous avons également le capitaine Sylvain Champonnois. Bonjour. Bonjour. Madame. Merci pour l'accueil. Mais je vous en prie, et merci pour être venu et pour témoigner. Vous allez témoigner tous les deux. Docteur, alors c'est pareil, docteur en histoire, historien, donc, chargé de recherche historique au service historique de la Défense. C'est ça, oui, tout à fait, oui. Et vous êtes aussi membre de l'AMA, si je ne me trompe pas, au Musée de l'Air et de l'Espace. Oui, c'est ça. Je participe depuis plusieurs années pour essayer de faire rayonner le Musée de l'Air et de l'Espace. Madame Villatou, je reprenais. Je voulais juste ajouter Justement, oui. que depuis peu, j'ai été élue membre de l'Académie de l'Air et de l'Espace à la section 5, qui est la section Histoire, Art et les cultures. Voilà. Nous vous félicitons pour tout cela. Vous avez écrit de nombreux articles aussi.
Oui. dont un des derniers, et un dernier livre. Alors, mon dernier ouvrage n'est pas sur Guynemer, mais Non. il est sur l'aviateur Marshall et les missions spéciales. Voilà, dans la Grande Guerre. Et vous avez encore bien d'autres écrits, certainement. Oui. Certainement. Et vous êtes une excellente conférencière pour tous ceux qui vous connaissent également. Et également, capitaine, parce que vous êtes capitaine. Oui, Hein. enfin, vous aussi, hein. Oui, mais de réserve citoyenne, et vous êtes opérationnel. Oui. Oui. Vous avez également écrit des ouvrages. Et le dernier? J'ai participé à un ouvrage collectif il y a 2 ans sur l'histoire de l'armée de l'air. Et là, j'ai un ouvrage qui doit sortir en octobre, une biographie d'Henri Potez, écrit avec le député-maire Stéphane Demilly. Bien, alors vous voyez, nous avons vraiment 2 invités exceptionnels. Et nous allons donc parler de Georges Guynemer. Si je peux commencer ainsi. Georges Marie Ludovic Jules Guynemer, né le 24 décembre 1894 à Paris. Et pour ceux qui habitent Paris, qui l'ont même visité, il est né exactement au 89 rue de la Tour, dans le 16e arrondissement. Alors, est-ce que je peux commencer par Madame Villatou, peut-être, pour parler de quelle famille, finalement, était issu ce garçon, Georges Guynemer? Alors, Georges Guynemer, même s'il est né à Paris, est issu d'une famille de noblesse provinciale. Son père était un militaire qui avait fait Saint-Cyr, qui a démissionné pour s'occuper de son épouse et de ses 2 filles. Le petit Georges avait 2 sœurs aînées, Yvonne et Odette. Et l'enfance de Georges Guynemer va se passer entre les différents châteaux familiaux. Et ensuite, à Compiègne, où son père fait construire une demeure. Et donc, l'enfance de Georges, c'est une enfance d'un petit garçon choyé, très adoré par ses parents, ses sœurs, et qui est un enfant fragile de santé. Donc, on le protège, il s'enrhume vite l'hiver, et en même temps, c'est un enfant expiègle, plein de vie, et que son papa, à l'âge de 12 ans, va mettre, après ses débuts au collège de Compiègne, va mettre au lycée Stanislas, où lui-même a fait ses études à Paris. Et donc, ce petit garçon, va grandir dans ce milieu de la fin du 19e siècle, choyé, bien éduqué, et en même temps en connaissant une enfance où son père l'entraîne au tir, lui fait faire de l'escrime, il va même jouer du violon, comme le rapporte sa sœur Yvonne. Donc un enfant très doué et en même temps très batailleur, très joueur, très imaginatif et qui déjà manifeste une personnalité hors des cadres. Alors justement, oui, physiquement, parce que c'est quand même aussi intéressant de le décrire, Georges Guynemer était un enfant avec une fragilité quand même au niveau de sa santé. Alors, c'est un enfant, lorsqu'on regarde les photos, il est tout menu, tout gracile. Il a des yeux noirs extraordinaires, un regard très vivant. Des grands yeux. Des grands yeux, des cheveux, une chevelure très brune. Ouais. On dit les gens qui le rencontraient, on dit qu'il avait un teint bistre qui parfois devenait très pâle lorsqu'il était tendu, angoissé. Mais c'est vrai que dès sa petite enfance, comme c'est un enfant qui est chétif, qui va rester petit très longtemps. Il s'enrhume très facilement. Il faut quand même se souvenir que le chauffage central, au début du XXe siècle, même dans les grands châteaux comme à Compiègne ou les grandes maisons bourgeoises, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est un enfant qui est fragile et que sa famille surprotège parce que il s'enrhume, etc. Mais lui fait fi de tout ça et c'est bien le souci. Il va grandir ensuite très rapidement entre 17 et 18 ans et à tel point qu'il aura un poids extrêmement menu pour sa taille puisque on voit que lorsqu'il est recruté, il pèse 52 kilos pour 1m72. Si j'avais lu quelque part, 1m73, 48 kilos. Alors, 48 kilos la première fois, et on lui a demandé de grossir. Et donc, il a fait beaucoup de sport pour gagner les 3 kilos qui lui manquaient. Alors déjà, on sentait une volonté intense chez lui. Est-ce qu'il était aussi peut-être rêveur, certainement, parce que, d'après tout ce qu'on lit, évidemment, on le voit, il est sur une plage à un moment donné, puis il regarde passer les avions, et déjà, il veut qu'une seule chose, c'est voler. Déjà, on sent qu'il a envie de... Rêveur,
Je dirais que c'est quelqu'un comme Saint-Exupéry qui veut que ses rêves deviennent réalité. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui est rêveur, mais qui va se tourner vers la mécanique, vers les objets. Et donc, ce qui va le passionner dans l'avion, c'est comment ça marche, comment marchent les moteurs. Et puis, ce qui va le passionner aussi très vite, c'est comment cet avion peut devenir un outil de guerre. Car dans le fond, c'est un guerrier, comme son père. C'est un soldat dans l'âme. Et il dira même plus tard de son avion, mon avion est une mitrailleuse volante. Et ça définit bien ce garçon. Et il rêve, mais il rêve de fabriquer des objets. Par exemple, quand il est à Stanislas, ce petit garçon, qui est bavard, veut communiquer avec les élèves qui sont au fond de la classe. Donc, il fabrique une sorte de petit télégraphe qu'il cache dans son plumier. Et bien entendu, on récupère le petit télégraphe, il se fait punir. Il est souvent puni. Mais il est très doué en maths, en physique. Donc, c'est un enfant qui rêve, mais qui réalise ses rêves. Alors, il avait aussi, si je ne me trompe pas, à Stanislas, il y a eu à un moment donné un échange de gifles. Oui. Donc, il avait un caractère espiègle, ça c'est certain, il s'amusait avec ses camarades, mais en même temps, il avait, comment pourrait-on dire, du caractère. Oui, voilà. Il avait en fait lancé une grenouille, il faut le dire, lors d'un cours de biologie dans le dos du professeur, qui, bien entendu, de colère, l'a giflé. Et Guynemer, qui vient d'une famille aristocratique, n'a pas accepté qu'on le gifle. Et il a rendu la gifle. Et on trouve dans les archives un courrier de son père qui dit que justement, ce qui aurait été grave, c'est que son fils ne réagisse pas. Oui. Parce que là, il montrait son caractère. Et ensuite, il a été puni, ce qui était normal. Son père acceptait la punition. Mais c'est l'absence de réaction qui aurait gêné son père. Bon, déjà, ça montre vraiment qui il était, et même au niveau de sa famille, bien sûr. On le chérissait beaucoup. Oui, très aimé. C'était le dernier, donc. Oui. Le petit garçon, puisqu'il avait 2 sœurs dans un monde où il faut que le garçon porte le nom, transmette le nom. Alors justement, Paul Guynemer, donc son père, appréhendait un petit peu justement pour son avenir. De par aussi sa santé, il était le seul garçon de la famille. Mais il était censé préparer Polytechnique. Alors, il faut savoir que l'année de son bac, quand même, il a été très malade. Il a eu la scarlatine, il a eu, je crois, la rougeole. En dépit, il a été reçu. Et malheureusement, au moment où il le préparait, enfin, ou heureusement pour lui, je ne sais pas, au moment où il allait entrer pour préparer Polytechnique, la Grande Guerre a éclaté. Et un petit peu avant, son père lui disait aussi « Que veux-tu faire ?» Il disait « Mais je veux être aviateur ». Son père lui a dit « Mais c'est pas un métier, ça. On n'est pas aviateur. » Et puis, lorsque la guerre s'est présentée, comme il n'a pas réussi à être pris dans l'armée, ce qui était l'armée de terre, l'armée à l'époque, parce que l'aéronautique dépend de l'armée. Voilà. La grande armée. La grande armée. Après plusieurs échecs, eh bien, il réussit parce qu'il voit un pilote se poser sur la plage d'Anglette parce qu'il se présente pour devenir... Il veut s'engager, on le refuse à cause de son poids. Son père revient, il l'accompagne, nouveau refus, en dépit des relations de son père. Et puis, on lui dit donc de s'entraîner, donc il fait de l'escrime, du sport. Il court sur la plage d'Anglette et il voit un pilote se poser sur la plage d'Anglette où ses parents étaient, puisqu'ils avaient une maison là, l'été, puisqu'on prenait les bains de mer du côté de Biarritz, souvenons-nous-en. Et il demande au pilote comment on peut s'engager dans l'aéronautique. Et c'est comme ça que son destin va passer vers l'aéronautique. Alors que peut-être il serait mort sur les champs de bataille aux côtés de Charles Péguy, au sol. Exactement. Alors par contre, là maintenant, on va voir son cheminement justement vers l'aviation. Donc les appuis qu'il a eus finalement, les rencontres qu'il a eues pour accéder, malgré tous les obstacles, et pour ouvrir cette porte de l'aviation. Qui veut commencer ? Qui veut peut-être capitaine Champenois ? Oui, tout à fait, oui. Donc finalement, il avait été refusé par une constitution trop chétive et son père avait fait jouer des relations pour qu'il ait une lettre de recommandation. Il se fait accepter comme élève mécanicien à l'école d'aviation de Pau. Ça, c'est à la fin de l'année 1914, au mois de novembre. Grâce au capitaine Bernard Thierry, qui finalement... c'est presque grâce... Enfin, oui. On se demande même comment. Je dirais que c'est grâce à lui, parce que quand on regarde les archives, le capitaine Thierry dit « Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté ». Oui. Et il ne le prend pas comme pilote, il le prend comme mécanicien et de réserve, élève mécanicien. Donc vraiment le bas du système. Oui. Et à chaque fois...
c'est ce qu'il y a de frappant devant. Quand on regarde Georges Guilmer, il avait quelque chose en lui, une aura, un charisme qui faisait que, en dépit de toutes les difficultés, les gens ne savaient pas pourquoi, mais ils acceptaient. Oui, il y avait une ténacité, mais quelque chose d'autre Il encore. portait quelque chose, une espèce de... Voilà. Oui. Un capitaine. Oui, il entre un peu effectivement, avec les appuis ou par effraction, on va dire. Et un de ses premiers faits d'armes, c'est qu'il est réquisitionné pour faire des pelletées de neige, donc retirer de la neige sur le terrain d'aviation. Et donc, ça ne le satisfait pas d'être que élève mécanicien. Donc, il réussit au bout de 3 mois, en janvier 1915, à commencer une formation d'élève pilote. Parce qu'il a vraiment le désir du vol, il ne veut pas rester au niveau du sol. Alors justement, vous, capitaine, au niveau des avions, je crois qu'il avait, si je ne me trompe pas, hein, il avait fait son baptême de l'air sur un Blériot 11, qui était à l'époque finalement les avions les plus courants. Mais ensuite, il a commencé justement sur Morane-Saulnier. Oui, tout à fait, oui. Parasol. Donc, finalement, le Blériot 11, c'était le type traversée de la Manche pour pouvoir apprendre un peu à piloter. On a dénombré qu'il a volé sur 16 appareils différents, entre autres Morane-Saulnier. Ensuite, il est passé sur Nieuport et il a changé d'appareil en fonction de l'équipement qui était fourni à son escadrille, c'est-à-dire la MS-3 qui ensuite est devenue la Nieuport 3, puis la SPAD 3, l'escadrille des Cigognes. On en reparlera tout à l'heure avec justement tout le progrès de l'aviation. Alors, pour en revenir donc à ses débuts à Pau, donc il a ensuite, il a fait donc sa formation, il a rencontré aussi d'autres personnes, d'autres officiers. Moi, je voulais juste ajouter quand même un petit détail. Ce temps de mécanicien est important pour lui, parce que Guilmer faisait partie des pilotes qui regardaient son moteur, qui étaient le nez dans son moteur. Et les mécaniciens, on a une interview au SHD, il y a une interview, pas du pilote, pas des mécaniciens de Guilmer, mais du mécanicien de Brocard. Brocard, qui était le mécanicien en chef, donc le commandant Brocard, qui commandait donc le groupe de chasse Cigogne, une escadrille où était Guilmer. Et ce mécanicien, qui a beaucoup vu Guilmer, disait qu'il terrifiait tout le monde parce qu'avant les vols, il se levait à 2 heures du matin, puisqu'il décollait souvent avec le jour, et qu'il regardait et qu'il révisait son moteur avec les mécaniciens. Donc, il a une passion pour la mécanique, et d'avoir été élève mécano, il a vu qu'un moteur mal réparé, ce sont des accidents pour un pilote. Et ça, il y était profondément attaché, comme à son armement. Il révisait lui-même ses mitrailleuses. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas qu'un pilote. C'est quelqu'un qui connaît la machine, l'armement, et qui veut que tout soit parfait jusqu'au bout, quitte à sacrifier ses heures de sommeil. Oui, il était vraiment réfléchi. Hein. Et en même temps, justement, tout à fait au début, le capitaine Bernard Thierry, donc à Pau, avant de l'engager, le voit arriver toujours avec les mains sales de cambouis, un chiffon. En fait, c'était sa vie déjà. Est-ce qu'on peut dire que déjà il était destiné à tout ça ? Je pense que oui, qu'il a trouvé un sens à sa vie. C'est vrai que c'est un tout jeune homme. Quand on est jeune, on veut savoir pourquoi on est fait. Et lui, je pense que l'aviation, c'était devenu, plus qu'une passion. Il était devenu, j'allais dire, un avion lui-même. Presque ça. Il a trouvé, c'était quasiment quelque chose de sacré. Il y a une forme de sacralisation, de religion. Un peu. Alors, est-ce qu'on peut dire au début, tout à fait au début, quand il a appris à piloter pour sa formation, et apparemment, le capitaine Brocard n'était pas très content. Et c'est grâce à une autre personne dont on va parler aussi, une autre rencontre, parce qu'apparemment, au début, il pilotait Georges Guilmer, mais il a cassé pas mal d'avions, évidemment. Oui. C'est normal. Quand il est arrivé, il faut savoir que vous avez un grand pilote de l'époque, d'avant-guerre, qui était très connu, qu'on a oublié, qu'on appelait Jules Védrine. Et Jules Védrine était une personnalité difficilement gérable. Parce qu'il était un très grand pilote de raid, qu'il avait un caractère très particulier. C'était un titi parisien, mécanicien, qui était devenu pilote. Et donc, on l'avait envoyé auprès de Brocard, qui était la seule personne qui pouvait gérer Védrine, qu'il tutoyait d'ailleurs. Védrine tutoyait Brocard. Et Brocard, quand il le voit, il lui dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce gosse ?» Oui, voilà, ce gosse en plus. Et il appelait le dit, gosse.
tu me le laisses et je vais lui apprendre. Mmh. Et donc, Védrine l'a pris sous son aile et lui a appris à maîtriser sa nervosité parce qu'il était extrêmement nerveux. Donc, à se poser correctement parce que c'est vrai que peut-être il avait une nervosité que Védrine lui a appris à contrôler. Et Védrine était le grand pilote, fut tout au long de la guerre le grand pilote de ce qu'on appelle les missions spéciales. C'est-à-dire qu'il déposait ce qu'on appellerait des espions, c'est-à-dire des agents, en territoire allemand pour aller faire du sabotage, pour aller préparer les offensives. Et donc, il a emmené Guynemer dans ses missions spéciales, c'est-à-dire de dépose à l'arrière du territoire, donc dans les lignes allemandes. Donc, c'était très risqué. Et donc, bien, Guynemer dit d'ailleurs dans ses notes, c'est les plus sales missions que j'ai faites. Et je préfère entrer dans la chasse. Ensuite, une fois qu'il a été formé, Védrine l'a remis en brocart et c'était bon. Alors donc Védrine a vraiment cru déjà. Oui, il a cru en lui. Il a discerné dans ce gosse, parce que quand on regarde des photos, il a l'air d'un enfant. Oui. Guynemer a quelque chose, c'est ce qu'on évoquait, où je dis souvent d'intemporel. On pourrait lui enlever son uniforme, le mettre en jean, en basket, en t-shirt, avec des rollers, avec un skate, il passerait. C'est cette espèce de jeune homme qui débarque avec ses grands yeux, qui vous attendrit et qui en même temps a une telle volonté, un tel désir que finalement on dit ben oui. Et puis on l'aide dans son parcours parce qu'il est jeune, parce que comme tous les jeunes, il commet des erreurs dues à sa passion et qu'en l'encadrant, on va tirer le meilleur, c'est-à-dire au-delà du meilleur. C'était une perle, un diamant. Exactement. C'est un diamant qu'il fallait tailler. Une énergie hein, voilà, aussi. Qu'il fallait comme un laser. Oui, c'est exactement ça. On a exactement la même vision. Et alors, on va essayer de passer un petit peu de nouveau au capitaine Champenois. Peut-être sa première victoire. Qu'est-ce qui s'est passé un matin, d'un seul coup, il décide de partir avec son mécanicien Gerder ? Oui, tout à fait. Alors après sa formation, il passe sa première mission de guerre le 15 juin. Et à peu près un mois plus tard, il obtient sa première victoire aérienne. Donc, il décolle avec son mécanicien, comme vous disiez, Charles Gerder. Là, nous sommes en 1915. Tout à fait, ouais. Voilà. Il fait office de mitrailleur, il rencontre un appareil ennemi, il réussit à l'abattre. Voilà, donc il se pose au niveau du sol. L'appareil ennemi a été abattu en territoire français. Il a été vu par d'autres personnes. Donc cette victoire aérienne peut être homologuée. Il obtient sa première victoire aérienne, ce qui à l'époque est vraiment un exploit, parce que la première victoire aérienne, c'était en octobre 1914. Et là, il n'est que caporal. Il reçoit sa première citation le 21 juillet, où, avec les termes de l'époque, on récompense un pilote plein d'entrain et d'audace, volontaire pour les missions les plus périlleuses. Et donc, il reçoit la médaille militaire alors qu'il n'est que caporal. Donc déjà, il s'illustre par un fait d'armes tout jeune. Oui, tout jeune. Et si je me souviens bien, il a réveillé, parce que c'est tôt au matin, il a réveillé son mécanicien qui n'était pas du tout prêt. Hein, en fait, il lui a dit « Allez, il faut y aller. » Il avait déjà certainement une idée et il savait déjà quelque part. Hein. Je pense qu'il voulait se réaliser avec l'épreuve du feu après avoir été formé et appuyé par Védrine ou par Tarascon. Il voulait voir ce qu'il valait et donc il a su motiver aussi son mécanicien. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, voilà, exactement. Après, ça a été une équipe. Justement, en parlant de mécanicien, il y a aussi cette entente formidable qu'il y avait avec ses frères d'armes. Et puis, il n'y avait pas de côté sectaire, je crois, c'est ça. Hein, il s'entendait vraiment avec tout le monde. Là, il faisait partie de tout le monde. Alors ça, c'est quelque chose qui est caractéristique des aviateurs de l'époque. De l'époque, oui. Il faut savoir que les aviateurs, c'est un petit monde. Le monde des aviateurs, avant la Grande Guerre, c'est 300 pilotes. Hein, donc c'est très peu. Lorsque la guerre éclate, on se rend compte que l'aviation rend des services extraordinaires. Et le général Joffre, soutenu par le commandant Barès, qu'il prend à ses côtés, va faire de l'aviation un service extrêmement important. Donc on va multiplier le nombre d'escadrilles, on va engager et former de nouveaux pilotes, ce qui d'ailleurs ce phénomène va permettre à Guynemer d'émerger. Mais c'est un monde où les gens se connaissent et où le pilote sait que sans le travail de son mécano, il met sa vie entre les mains de son mécanicien. Et il y a un duo très fort entre le mécanicien et le pilote. Ils se tutoient et lorsque le mécanicien voit partir le pilote, il l'attend.
il l'attend. Et quand les mécaniciens ne voient pas revenir le pilote, ils en pleurent. Parce que c'est au-delà. C'est un frère et c'est quelqu'un auquel ils ont remis leur vie. Alors pardonnez-moi, Madame Villatou, mais pour nos auditeurs, on pourrait faire un lien avec la patrouille de France actuellement et qui finalement, chaque pilote a son mécanicien. Exactement. Voilà. Qui Et ça, attend, c'est qui- resté pendant toute la Grande Guerre. Et ce lien entre mécanicien et pilote était très, très, très fort. Et au début de la guerre, comme l'a dit le capitaine Champenois, il faut comprendre que les mitrailleurs, c'était les mécaniciens qui montaient avec le pilote. Et les mécaniciens essaient l'appareil avant que le pilote ne prenne l'air. Oui. Donc, contrairement à ce qu'on pense, les mécaniciens volaient dans la Grande Guerre. Et ils vérifiaient le moteur et souvent même ils allaient chercher l'appareil avec le pilote. Mais lorsque Guynemer va voler en tant que chasseur, il sera sur monoplace. Donc là, parce que la première victoire est sur un biplace. Oui. C'est Guynemer qui pilote, mais c'est Gerder qui tire. Après, il est sur un monoplace, il pilote et il tire. Alors justement, Donc, c'est on va en parler après. Simplement, je voulais juste rajouter aussi des noms qu'on va quand même citer. Il avait aussi comme frère d'armes l'adjudant d'Orme, le lieutenant Delin, l'adjudant Heurtaud, Chénat, lieutenant de Latour, le colonel Tarascon, bien sûr, et bien d'autres. Oui, quelqu'un dont on ne parle pas Oui. et qui a été son grand ami, qu'on a oublié, mais auquel on doit beaucoup, qui était le capitaine Paul-Louis Weller. Paul-Louis Weller est quelqu'un qui est à l'origine de la photo aérienne, du renseignement aérien, qui est à l'origine d'une escadrille qu'on appelle à la fin de la guerre l'escadrille Weller, qui fait de la photo aérienne en profondeur. C'est-à-dire, donc, c'est une personnalité extrêmement intéressante, qui a été après un grand industriel, mécène d'art, et qui a été un grand ami de Guynemer, qui était un homme extrêmement discret, qui en parlait peu. Et tous deux, qui étaient passionnés de mécanique, ont eu la chance d'avoir la même petite voiture, deux prototypes, une Hispano-Suiza blanche, qui s'appelait une Sigma. Et ils dialoguaient beaucoup à propos de leur voiture et des moteurs de voiture. Et il y a plusieurs photos où on voit des signatures de Weller, Paul-Louis Weller à côté de Guynemer, et tous deux venaient de milieux extrêmement, d'un haut niveau social, et ils se retrouvaient sur beaucoup de points d'éducation, et voilà. Et c'est une amitié qui est peu évoquée, mais qui a été réelle entre ces deux personnalités. Alors pour Hors nos du commun. auditeurs aussi, justement, vous parlez de l'Hispano-Suiza, il y a beaucoup de photos où aussi on voit Georges Guynemer à bord de sa belle voiture, élégant, parce qu'il était aussi très, très élégant, Georges Guynemer. Oui, c'était... quand on le regarde, c'est un garçon qui avait beaucoup d'allure, qui, avec rien, avait de l'élégance. Et il porte toujours un uniforme noir, son uniforme noir d'infanterie, mais il porte rarement ses médailles. Otto Guynemer était fier de ses combats, fier de ses victoires. Autant il appelait ses médailles sa batterie de cuisine. Il aura la Légion d'honneur, des dizaines de médailles militaires de pays étrangers. Et il fourrait tout ça en tas dans ses poches. Et quand c'était nécessaire, il les sortait de ses poches, il les posait sur la table, il les épinglait à la va-vite. Et ça, c'est quelque chose du personnage, c'est-à-dire en même temps une très grande modestie. C'est quelqu'un qui ne se met pas en avant, qui a de la distance, de l'élégance, qui en même temps d'une grande gentillesse pour ceux qui sont à ses côtés, mais qui ne fait pas le bravage. Alors on va continuer, on va voir son évolution et bien sûr dans l'aviation en tant que as, tous ces combats et ses médailles malgré tout, tout. Et puis aussi on va parler de ses amours un petit peu parce que ça en faisait partie. Et nous allons juste repartir un tout petit peu en musique et nous reprendrons. Facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poils
poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la main. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Toujours sur IDFM 98 Radio Anguin. Nous sommes en compagnie de Georges Guilmer, si on peut dire. En tout cas, nous sommes avec nos deux invités, Madame Marie-Catherine Villatou et le capitaine Sylvain Champonnois du service historique de la Défense à Vincennes, département R. Et pour Madame Villatou, oui, mais enfin, on va, redites-le. Non, de l'école de l'air maintenant. De l'école de Du l'air CREA, maintenant. Du centre de recherche de l'armée de l'air. Voilà, c'était un scoop aujourd'hui, ce matin, donc voilà. Donc là, nous revenons donc sur Georges Guilmer, l'aviateur, l'as de la Première Guerre, l'as de l'aviation, et capitaine Champonnois, nous en étions. On va reprendre sur ses avions. Donc les débuts, son parcours, bien sûr. Il a commencé donc sur Morane-Saulnier Parasol. Et ensuite, il a continué sur Nieuport. Au début, il y a eu beaucoup de casses, etc. Bien sûr, d'avions, c'est normal. Jules Védrine l'a énormément aidé. Également, le colonel Tarascon. Le capitaine Brocard, commandant de l'escadrille des Cigognes, ne croyait pas en lui. Et finalement, il s'est rendu compte que c'était comme il l'appelait, le gosse était formidable. Qu'il avait une technique de pilotage formidable également. Je vous laisse en parler. Oui, tout à fait, oui, merci. Donc, il a piloté 16 appareils différents. Donc, vous avez évoqué le Morane-Saulnier MS-12. Ensuite, il part sur le Nieuport. Là, il va utiliser 4 modèles différents, donc du 10, 11, 12, 17. Et ensuite, il passe sur le SPAD 7. Il va s'illustrer principalement sur le SPAD 7 et le SPAD 13. Donc les SPAD qui étaient en fait des avions perfectionnés. Tout à fait, des avions perfectionnés, des avions d'armes de chasse. Le SPAD 13 pouvait avoisiner presque les 200 km/h en piqué ou en vitesse. Il faisait des missions à peu près jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Donc lui qui avait plutôt une constitution assez chétive au départ, déployait vraiment une grande énergie, une volonté exceptionnelle et une très grande ténacité. C'est-à-dire, lorsqu'il engageait un ennemi, il combattait jusqu'au bout, il ne le lâchait pas. Donc, sa technique de combat était assez simple. Il fonçait sur l'ennemi, il tournait autour. Donc, il revenait souvent avec son appareil criblé de balles. Ce qui explique qu'il a été descendu plusieurs fois. Il a été blessé 2 fois. Il était, oui, même vraiment grièvement blessé. Et heureusement, il en a échappé. Mais on se demande comment, encore une fois. Et en fait, il avait aussi... il avait une particularité, peut-être, les autres aussi certainement, mais lui, il s'intéressait tellement, tout à l'heure on le disait, à la technique, à la mécanique, il participait, il s'impliquait carrément dans l'évolution, dans le progrès de l'aviation, de la mécanique, des avions. Et finalement, il est devenu ami avec un ingénieur Bechereau, c'est ça ? Tout à fait, oui, c'est ça. C'est Louis Bechereau, donc un ingénieur de l'armement. Mm-hmm. Et ils ont essayé de développer ensemble, donc vraiment en synergie entre l'ingénieur et le pilote, un appareil muni d'un canon, donc le SPAD 12. Mm-hmm. Et là, vous aviez un canon qui était monté dans l'axe de l'appareil. Le tir passait à travers l'arbre de l'hélice. Mm-hmm. Ils ont essayé de le développer à peu près à l'été 1917. Il a obtenu 4 victoires aériennes. C'est Roland Garros, pardon, qui avait... Roland Garros, tout à fait. En 1915, du côté français, avait réussi à mettre au point un système où la mitrailleuse tirait sur un déflecteur à travers les pales de l'hélice. Mais ensuite, c'est Anthony Fokker, un Hollandais, qui, pour les Allemands, a mis au point le premier système de tir synchronisé entre
le moteur, l'hélice et la mitrailleuse. Voilà. Donc cet appareil, le SPAD 12, il a été surnommé, je crois, pétardou par Guilmer, mais c'était une technologie émergente qui avait quelques inconvénients, et donc il n'est pas passé à la postérité. Hein. Voilà. Et donc c'est vrai que Guilmer est particulier par rapport à d'autres, par rapport à sa maîtrise de la technique, son passé de mécanicien et son application en travail avec les mécaniciens et les ingénieurs. Oui, il écrivait des lettres entières dès qu'il arrivait, dès qu'il atterrissait. Il voyait que quelque chose ne fonctionnait pas ou qu'il y avait à améliorer justement sa mitrailleuse ou le canon, ce qu'on appelle le canon. Et automatiquement, il écrivait mais des lettres entières, comme vous disiez, Madame Villato aussi, avec des oups. Il employait des mots hyper simples. Mais Guilmer avait un style très télégraphique. Oui. Les quelques courriers que nous avons conservés, parce qu'il faut comprendre qu'en 1944, la maison familiale a été envahie. Enfin, au moment les Allemands l'ont pillée. Elle a été pillée et une partie... À Compiègne. Ouais, voilà. Une partie du courrier de Guilmer adressé à sa famille a disparu, mais ce que nous avons conservé au service historique de la Défense, en fait, ce sont quelques-unes des dizaines de lettres qu'il a écrites à Bechereau ou à sa famille. Il a un style télégraphique. Par exemple, quand il écrit à ses parents, c'est « est combattu, abattu deux Boches », parce que voilà, on ne va pas dans la dentelle, on est dans une période où de toute façon, l'ennemi c'est l'ennemi. Voilà. Et donc, quand il écrit à Bechereau, c'est des lettres très rapides où il saisit vraiment ce qui ne va pas. Et je crois que l'échec du SPAD canon est aussi lié à la disparition de Guilmer. Parce que Guilmer était un homme qui avait un sens pratique. Je dirais qu'il était ingénieur de manière empirique. Et je pense qu'il aurait su résoudre les problèmes qui se posaient que d'autres, parce que Bechereau a avancé sur les conseils de Guilmer. Et dès que ça n'allait pas, dès qu'il avait ses permissions, il allait tout de suite à Paris, il prenait sa voiture, il dormait à l'hôtel Édouard VII, quand même, comme tout. Voilà. Et il passait ses journées dans les ateliers. Voilà. Et là, il était toute la journée avec les mécaniciens, pas seulement l'ingénieur, les ingénieurs, et il l'aidait à monter, remonter, voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui suivait de près et qui était un vrai scientifique. Comme Saint-Exupéry. On oublie trop que Saint-Exupéry est à l'origine de nombreux brevets, et en particulier pour le gel des appareils, etc. C'était aussi un scientifique. Et l'un comme l'autre étaient des scientifiques et des pratiques. Voilà. Et justement, en parlant aussi d'une particularité d'un de ses avions, il a hérité d'un avion tout à fait au début qui s'est appelé après, et tous ces avions ont porté le même nom, le Vieux Charles. Voilà pourquoi, pour les personnes qui vont au Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget, on voit son SPAD marqué le Vieux Charles. Et bon, parce qu'en fait, il y avait, alors je n'ai plus le nom en tête, mais certainement vous l'avez, juste avant. Oui, il a emprunté un jour que son appareil ne fonctionnait pas, l'appareil d'un autre camarade, Charles, le nom m'échappe, oui, voilà, moi qui aussi. avait fait marquer donc Vieux Charles sur son appareil. Voilà. Et donc, Guilmer a dit, il a remporté une victoire. Il a dit, alors maintenant, tous mes avions porteront ce nom. Et ce nom était inscrit sur son appareil, ainsi que le numéro 2, ce qui le rendait très reconnaissable après par ses adversaires. Les Allemands le reconnaissaient. Et c'est ainsi que Udet, le grand as allemand Udet, que l'on retrouve après pendant la Seconde Guerre, dans ses mémoires, raconte un combat qu'il a eu avec Guilmer. Et il dit, j'ai su que c'était Guilmer parce que j'ai vu marqué sur l'appareil Vieux Charles et j'ai vu le numéro 2. Et lors de ce combat, donc il raconte comment Guilmer procède, c'est-à-dire, comme l'a dit très bien le capitaine, il se met dans le soleil, il descend comme un faucon sur sa proie, il tourne autour, et il allait même jusqu'à 10 mètres. Et à un moment, la mitrailleuse de Udet s'enraye. Et il dit, j'ai tapé pour la relancer à 2 points, et Guilmer l'a vu. Guilmer lui a fait un signe de la main, et il est parti sans l'abattre. Parce que Guilmer n'aurait jamais abattu un homme qui ne pouvait pas combattre. Pour lui, ça aurait été indigne d'un combat, d'un vrai combat armes égales. Et Udet dit, je sais que c'était un grand seigneur. Voilà. Et ça fait partie... Un chevalier. Voilà, de cette légende, de ces pilotes de l'époque. Et ce qui rend aussi la personnalité de Guilmer, lui donne cette aura, cette dimension. Bien sûr. Et donc, il avait aussi sur son avion une cigogne à aile basse.
Parce que c'est vrai qu'il y a la cigogne à aile haute, mais lui, c'était la cigogne à aile basse, qui, je crois, cette cigogne, hein, c'est pareil, si je ne me trompe pas, a été... je crois que c'était le synonyme de la province à reconquérir. Hein. Oui, voilà, et c'est à Avord, je crois que... mais il y a plein de choses qui voilà. ont dit sur l'histoire de Enfin, la c'est cigogne. voilà, que les auditeurs sachent qu'il y a une cigogne, voilà, qui ne soient pas étonnés, sur l'avion, le pourquoi, le vieux Charles et le numéro 2, voilà, sur le stade. L'escadrille, les cigognes. L'escadrille, les En cigognes. revanche, il y a un petit détail, je suis en train de penser qu'il faut connaître aussi à propos de Guinmer, auquel on ne pense pas. Dès le début de ses premiers vols, même avec Gerder, il emportait un appareil photo. Il demandait à Gerder de photographier les avions qu'il abattait et après lui-même emportait son appareil photo et il photographiait les avions qu'il abattait. Et même sur son spat canon, Bechereau le dit, il lui avait demandé de faire monter un appareil spécial par Kodak, un Kodak, pour pouvoir, là encore, photographier les avions qu'il abattait et l'avion dans sa chute. Et il y a une photo dans un numéro d'Icare très intéressant où on voit sa sœur qui présente donc l'album, un des albums de famille, et les photos de Guinmer qui légendaient, hein, donc qui était la preuve aussi de ses combats. Aujourd'hui, il aurait fait de la vidéo, il aurait embarqué une vidéo dans Exactement, il serait avec son téléphone, il ferait Instagram. Ah oui, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est une personnalité d'une modernité. Il est atemporel. C'est-à-dire qu'il se serait saisi de tout. En fait, on est touché par lui. Hein. Il est touchant, ce jeune homme, en fait. Il est touchant et au-delà du siècle, puisque sa disparition, ce sera on l'a fait tracer les 100 ans de sa disparition en 2017, je pense qu'on peut se reconnaître tout le temps. Il y a toujours des choses qui accrochent. Et je dis, il est très moderne en même temps, extrêmement moderne. Son écriture, sa manière de se comporter. Alors, vous évoquez sa vie parisienne. C'est quelqu'un... il était très discret. On va en parler, oui, justement. Dont on ne parlait pas beaucoup, non. Mais on ne parlait pas de sa vie privée. Voilà, dans ses courriers à sa famille. Enfin, il était tout jeune homme aussi. Bon, il n'aimait que son avion. Je dirais que son avion était sa maîtresse. Oui, il était épris de l'aviation. Hein. Oui. Voilà. Mais, malgré tout, quand il remportait, alors c'est ça, justement, quand il remportait ses victoires, après, ils avaient droit, bien sûr, à des permissions à Paris. Alors, dans un monde où tous les hommes sont au combat, où il reste peu de jeunes, sauf des planqués à Paris, c'est vrai que les aviateurs ont des permissions. Par ailleurs, il y a toujours des voitures dans les escadrilles, donc ils vont à Paris. Et les aviateurs, eh bien, on parle de... il y a l'illustration les montre. Il faut savoir que dès les premières victoires de Guinmer, il y a un article, le premier article qui paraît sur lui est en janvier 1916. C'est un article de Jacques Mortan qui va beaucoup parler de lui, donc il est connu. Et puis ses amis l'emmènent dans des spectacles. Et il aime la musique. Il adore la musique, la poésie, et il aimait beaucoup la musique de Reynaldo Hahn, donc il aime la musique. Et il va un soir, accompagné d'un de ses amis, écouter Yvonne Printemps, qui à l'époque est une jeune femme d'une vingtaine d'années, enthousiaste, je dirais une jeune star en graine, voilà, protégée de Sacha Guitry, qui va d'ailleurs déjà. la mettre, voilà... La disputer à Guinmer, dont il a été très... Et on les présente à la fin du spectacle. Et il semblerait que c'était le coup de foudre. Après, ils ont dîné souvent chez Maxime, tous les deux. Ils ont disparu puisque Guinmer avait une chambre à l'Édouard VII. Voilà. Mais après, il n'en a jamais parlé, ni à ses amis pilotes, ni à sa famille. Elle a porté le deuil après sa disparition. Elle disait que c'était le pilote de son cœur, c'était son grand amour, voilà. Donc, mais après, on n'en sait guère plus. Alors, il y a aussi une anecdote. Il a vécu, à un moment donné, l'escadrille des cigognes se trouvait en 1916, je crois, pendant 4 mois à Breuil-le-Sec, dans l'Oise. Et parfois, on voit des articles où il est mentionné qu'il avait une fiancée à Breuil-le-Sec. Mais apparemment, non, il n'avait pas une fiancée. Par contre, il y avait une jeune fille qui avait 14 ans qui s'était éprise de lui. Voilà.
Et paraît-il que cette jeune fille ne s'est jamais mariée après. Voilà. Ah, mais je pense que, comme à l'époque, vous avez des grandes amours quand on est une jeune fille, des grands rêves, et puis, oui, mais après, on n'en sait guère plus, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui, dans sa correspondance, ne parle jamais. Heurtaud, le général Heurtaud, qui a été donc un de ses proches, qui a été interviewé dans les années 70, à l'époque, par le service historique de l'armée de l'air, dit très bien qu'il ne parlait pas. Mhm. C'était quelqu'un qui avait cette éducation. C'était pas un Navarre, Jean Navarre, qui faisait des fêtes. Oui. Voilà, lui, pas du tout. Mm-hmm. Même s'il sortait, ça restait toujours dans une certaine mesure et pas d'étalage. Alors, parce que le temps passe très vite, Georges Guynemer, en fait, aussi, en reparlant de ses combats, il avait une approche, il disait même aux autres et jeunes aviateurs, il faut vraiment vous approcher le plus près, c'est à 50 mètres, à 30 mètres, à 20 mètres. Comme on disait, il fait face, c'est ça, hein, capitaine Champonois. Oui, tout à fait. C'est une des devises qu'il employait. Il voulait faire face à l'adversité, à l'ennemi, faire face notamment à ses limites physiques. Donc, il a vraiment une idée d'approcher l'adversaire. Donc, sa proximité a fait qu'il a été abattu ou blessé, mais aussi qu'il a obtenu un certain nombre de victoires. Donc, 53 victoires. C'est le deuxième total pour les aviateurs français en 14-18. Il a même réussi, il a fait des triplés. Il est même le premier Français à avoir réussi à un quadruplé. Il a obtenu 4 victoires aériennes le même jour, le 25 mai 1917. Donc, c'était vraiment une performance. Mais bon, c'était des performances qui étaient difficiles à obtenir et qui l'ont poussé physiquement et à rude épreuve, y compris psychologiquement, et qui l'ont usé jusqu'au bout. Il a eu, en fait, donc vous m'avez dit combien d'avions, lui, en tout? Il a obtenu 53 victoires aériennes homologuées qu'on lui a reconnues, mais on suppose qu'il en a battu encore à peu près une vingtaine ou une trentaine en plus. Et en fait, il a eu combien d'avions? C'est ça que je voulais dire. Lui-même? Non, oui, lui-même. Ouais, il a piloté 16 appareils différents et la moitié, 8 appareils, ont porté se sont appelés le Vieux Charles. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, par rapport aussi, il y a ça aussi qui est important, les médias à l'époque, disons qu'il y a une propagande qui s'est faite sur lui. Est-ce que vous pouvez aussi en parler? Tout à fait, oui. Alors la propagande, parce qu'au départ, les états-majors étaient plutôt réticents à ce qu'on puisse valoriser des pilotes ou un individu par rapport à la notion de groupe. Mm-hmm. Et ensuite, avec la guerre qui durait en 1915, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient utiliser la propagande habilement en mettant en avant des figures. Et donc, a été construit le mythe du chevalier de l'air, donc c'est-à-dire une sorte de guerre propre qui copiait un peu le combattant du Moyen-Âge pour pouvoir faire oublier les souffrances des tranchées, des fantassins qui combattaient dans la boue. Et donc, Guynemer a été mis en avant comme d'autres as, et même lui-même a été mis encore plus en avant. Ainsi, il a été sacré as au communiqué des armées le 6 février 1916. Donc, un as, c'était un champion sportif, on lui donnait une sorte de titre, parce qu'il a obtenu 5 victoires aériennes homologuées. Donc, il a été appelé As comme d'autres personnes. Et ensuite, il a même été sacré As des As, voilà, en 1916-1917. Et c'est un titre qui a été repris après sa mort par René Fonck. Voilà. C'était le champion des champions. Il incarnait les valeurs françaises de ténacité, de courage. Il était dans les journaux. As des As. Hein. Et là, on va parler de son dernier combat, sa disparition, si vous voulez bien. Donc, oui. Mais quelques jours avant, donc avant le 11 septembre, parce qu'il a disparu le 11 septembre 1917, quelques jours auparavant, il avait quand même des problèmes mécaniques avec ses avions. Oui, il avait des problèmes mécaniques avec ses appareils. On le disait fatigué, il était assez usé physiquement aussi. Énervé. Psychologiquement, oui. Énervé. Un peu sur le qui-vive. Plusieurs fois, il s'était posé avec des problèmes mécaniques où il loupait l'atterrissage, ce qui n'était pas son habitude. Et en plus, il avait de nouvelles responsabilités parce que depuis tout début septembre, je crois le 3, il était maintenant le chef par intérim. Il était capitaine, donc là, c'était vraiment une trajectoire météorique. Il était caporal fin 14 et là, il était déjà capitaine. Et dirigeait donc l'escadrille SPAD 3, donc c'est-à-dire le vivier des As. Et puis, si je ne me trompe pas, quelque part, d'autres pilotes arrivaient, ils devaient les coacher, si on peut dire, et après, lui, peut-être, il aurait été à l'état-major, et ça, quelque part, il n'avait pas envie, quelque part. C'était bien, là, je vous suis, parce que le jour de son départ, où il a disparu, le commandant Brocard revenait avec des officiels de Paris pour lui dire que c'était terminé, les vols, et qu'on allait l'envoyer à Paris, comme ce qui aurait été le destin du commandant de Rose. Oui. Parce qu'il fallait les protéger.
Et on voulait qu'il soit là pour la formation des jeunes pilotes, c'est-à-dire qu'ils transmettent leur savoir et leurs compétences. Or, lui ne voulait pas, n'en voulait pas de ça. Et il devait attendre, Brocard devait arriver à 9h, il a décollé beaucoup plus tôt, il a décollé à 8h25. Avant, il n'a pas attendu l'arrivée du commandant Brocard pour pouvoir livrer ce dernier combat qui lui sera fatal. Et c'est vrai que, comme disait le capitaine, il était extrêmement fatigué. Son père lui avait dit de se reposer. Tout le monde disait qu'il était à bout de nerfs, au bout du bout, qu'il était usé, épuisé, et que une telle fatigue, beaucoup pensaient que ça le conduirait à un événement fatal. Et il faut dire que lui-même en avait conscience. Il l'a dit à Heurtaud, il l'a dit à d'autres, il a dit « je sais que maintenant, ça va être mon tour ». Alors, je pense qu'il a accepté de manière sacrificielle, peut-être qu'il l'a cherché volontairement ou pas. En tout cas, il savait que son destin était scellé. Ou il voulait qu'il soit scellé dans le ciel, mais certainement pas dans un bureau. Oui, certainement pas, oui. Et apparemment, avant chaque décollage, il disait au revoir à tous, mais c'était comme un adieu, apparemment. C'est ce qu'il disait. Il disait, je fais un signe de la main sur les photos, parce qu'on a des photos où il a la main, parce qu'il disait, je sais que ce pourra peut-être être mon dernier vol. Donc, il avait accepté la mort, il avait accepté le sacrifice. Oui. Il l'avait accepté. Il partait en le sachant. C'était pas un inconscient. Il était courageux, téméraire, audacieux, mais il n'était pas inconscient, il le savait. Alors ce matin-là, et donc il est parti tôt avec un équipier tout à fait. Oui, donc toujours en équipe. Boson-Verdura. Donc il va faire un vol en tandem et donc Guilmer repère un adversaire. Donc là ils sont tout au nord de la France et là même ils volent en direction de la Belgique. Il voit un adversaire, il fait signe à son équipier qui va fondre sur lui. Et là le Boson-Verdura voit une meute d'appareils ennemis, 8 appareils qui arrivent en patrouille. Donc il essaye de disloquer le dispositif ennemi et lorsqu'il revient à l'endroit où il avait quitté Guilmer, il ne voit plus son coéquipier, son collègue. Voilà, donc il attend, il patrouille sur la zone, à bout d'essence, il revient, il atterrit sur l'aérodrome et il attend un retour hypothétique de Guilmer. Et Brocard l'attend, il lui dit « Qu'est-ce que vous avez fait de Guilmer ? Qu'est-ce que tu as fait de Guilmer ?» Il lui dit « Je l'ai attendu, je ne l'ai pas trouvé. » Et on l'attend jusqu'au lendemain. Beaucoup se disent peut-être qu'il a eu, comme la veille, le disent, un problème de moteur. Peut-être s'est-il posé parce qu'on est en zone britannique, au-dessus de Paul Capel, où il y a des Britanniques. Donc on se dit, il est peut-être dans les lignes britanniques posées, voilà. Et puis, il faut se résoudre après. Alors donc finalement, oui, le silence total. Il ne revient pas. Cette fois, il n'est pas revenu. Et on a su que finalement, apparemment, il serait tombé au-dessus de Paul Capel, en Belgique, sur donc les lignes ennemies, finalement. Il y a plusieurs, on dit qu'apparemment, après, on aurait retrouvé l'avion, enfin, avec une aile en moins, l'hélice en moins. Lui, apparemment, il aurait eu, c'est ça, je crois, touché. C'est très compliqué parce que c'était une zone où, en même temps, il y avait des offensives britanniques. Donc, comme il y avait des offensives britanniques, alors on a eu le rapport après de la Croix-Rouge internationale, le rapport des Allemands. La Croix-Rouge a fait parvenir à la famille sa carte de pilote, sa carte d'identité, des cartes de visite qui portaient son nom. Et puis la zone a été bombardée par les Britanniques parce qu'il y avait des gros tirs d'artillerie. Et on n'a jamais retrouvé ni le corps, ni l'avion. Alors, il faut savoir qu'en 1920, quand même, on a cherché tout de suite après la guerre. Et je vous avais montré au SAG, nous avons dans nos archives, c'est quand même extrêmement intéressant, une Spirit qui fait un courrier en 1920 disant qu'elle est en contact avec Guilmer qui est en prison. Et on envoie même en Allemagne une équipe faire une enquête. Et il faut savoir que dans les années 30, il y a encore une enquête en 1938 qui est menée en dépit du nazisme, voilà, et qu'après la Seconde Guerre, il y aura des enquêtes pour retrouver le corps. En 1959, donc par ce qui était le service historique de l'armée de l'air, le colonel de Saint-Péreuse. En 1967, en 1969, en 1982, et le dernier courrier dans le dossier de Guilmer date de 1996. Donc c'est relativement récent, on a cherché, on n'a jamais retrouvé ni l'avion, ni le corps, en dépit de toutes
les recherches, mais la zone a été tellement bouleversée et il aurait été enterré donc auprès du cimetière allemand de Paul-Capelle, puisque il y avait un cimetière militaire allemand, et il y avait des cimetières pour les étrangers abattus, anglais, belges, etc. Donc il aurait été enterré là, mais on n'a jamais rien retrouvé. Eh bien, nous allons bientôt terminer cette émission. On peut dire que Georges Guinemer s'est envolé. Il restera une légende. Il reste une légende parce qu'il y a... Et en plus, il reste dans nos cœurs, dans nos esprits et dans l'armée de l'air avec cette devise « Faire face ». Et puis, il est bien sûr son nom est sur plein d'établissements, dans des rues. Et il est au Panthéon. Il est Son au nom Panthéon, il est inscrit au Panthéon, oui. Il est également dans beaucoup de stèles, mais sur le plan national. Et on peut dire que Georges Guinemer est un être touchant de par sa jeunesse, c'est ça ? Son engagement, ses rêves, bien sûr, sa soif de liberté, sa ténacité, sa foi, son sacrifice. Et par-dessus tout, cette force qu'il appelait au combat dans ses avions avec une détermination glaçante. Je dirais que c'est l'image du pilote, du chasseur, du combattant. Voilà. Avec la grandeur, l'énergie, la force et le sens du sacrifice. Je crois que c'est pour ça aussi qu'il a été retenu, mais pas seulement, je dirais, en tant que pilote, en tant qu'être qui choisit de se sacrifier pour sa patrie. Et on était vraiment, et on est encore c'était le discours dans la Grande Guerre. Eh bien, nous vous remercions infiniment, Madame Marie-Catherine Villatou et Capitaine Champenois, d'être venus nous parler de cette as de l'aviation et cet être, tout simplement, de ce jeune qui est parti comme une étoile filante. Oui, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dès sa mort, il y a 3 semaines après sa mort, une ville qui demande donc une rue porte son nom et que les premiers ouvrages sortent très vite. L'ouvrage d'Henri Bordeaux consacré à Guinemer, ensuite de nombreux ouvrages, mais parmi ceux qui ont le plus marqué, c'est un ouvrage de Jules Roy, qui est un très bel ouvrage, oui. Guinemer, l'ange de la mort. Oui. Après, Bernard Marc, qui fait un très bel ouvrage sur le dernier vol de Guinemer, qui retrace plutôt sa disparition. Et puis un dernier ouvrage que vous avez évoqué, qui est sorti il y a peu de temps, sur la couronne. Je sais ah oui, une dernière couronne. Enfin, c'est pas une dernière couronne, non, c'est une... Je ne l'ai pas vue, c'est pour ça que... Il y a une couronne pour Guinemer. Une couronne pour Guinemer. Voilà, donc on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. Non, on ne l'oublie pas. C'est un jeune qu'on n'oublie pas. Non. Et donc, je pense que malheureusement, les programmes d'histoire, si vous voulez, accordent peu de temps au conflit. On a beaucoup moins le temps que l'on l'avait à l'époque. Et puis, il faut savoir aussi qu'il avait été dans les manuels scolaires dans l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre. C'était une personnalité que l'on citait. Maintenant, on a guère le temps, les programmes étant bien raccourcis, bien resserrés. C'est un nom qu'on ne cite même plus. Eh bien, merci infiniment. Restez sur IDFM 98 Radio Anguin et à bientôt.